Il y a quelques semaines, Warren Buffett a publié sa fameuse lettre aux actionnaires, comme il le fait à son habitude tous les ans, depuis qu'il a repris le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965. Sa lettre de cette année est particulièrement intrigante et intéressante, d'autant plus que en 2023, fin d'année 2023, son meilleur ami et associé de longue date, Charlie Munger, est passé de l'autre côté. J'ai pris le temps de bien décortiquer sa lettre pour en tirer 6 conseils, entre guillemets, que Warren Buffett donne à ses actionnaires pour bien investir dans l'année à venir et surtout pour les prochaines années, parce qu'il nous parle un petit peu de sa vision des choses sur le futur. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, parce que étonnamment, Warren Buffett commence à mettre en garde sur certains problèmes que peut rencontrer Berkshire et le marché américain dans sa globalité. La première chose qui est mise en avant dans cette lettre par Warren Buffett, c'est bien évidemment un hommage à son meilleur ami et fidèle associé, Charlie Munger. Il insiste sur le fait que Charlie Munger a un énorme rôle dans le succès de Berkshire Hathaway et c'est probablement l'homme de l'ombre de ce grand succès sans qui, selon Warren Buffett, rien n'aurait été possible. Il le qualifie d'architecte projet de Berkshire Hathaway et de cette magnifique success story qu'ont rencontré les deux hommes à partir du moment où ils se sont associés et ont fait grandir cette entreprise qui est valorisée aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards de dollars. On ne va pas s'attarder trop sur cette partie. Si ça t'intéresse une vidéo dédiée à Charlie Munger et à son rôle dans Berkshire Hathaway, dis-le moi en commentaire. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur ce que Warren Buffett a mis en avant en conseil pour investir de façon plus intelligente sur les années qui viennent. La deuxième chose que Warren Buffett a vraiment mis en avant, il y a bien insisté, il a même envoyé régulièrement des petites piques à ça, comme s'il avait des comptes à régler avec certains grands investisseurs ou d'autres personnes. Il parle des bénéfices nets et met en avant l'importance de plutôt considérer les bénéfices opérationnels aux bénéfices nets. Il ajoute même à un moment dans la lettre que l'EBITDA, c'est quelque chose qui est totalement banni du vocabulaire des personnes qui travaillent chez Berkshire Hathaway et qui parlent uniquement en bénéfices opérationnels. Donc il insiste là-dessus. Pourquoi il parle beaucoup des bénéfices opérationnels? Tout simplement parce que certaines entreprises vont avoir recours à des montages comptables pour faire grossir les bénéfices nets. Et donc quand on regarde uniquement les bénéfices nets, ça ne nous donne pas vraiment une idée de si l'entreprise est profitable, si l'entreprise sait faire du business ou pas. Alors que les bénéfices opérationnels, ça vient directement du terrain, des opérations, de ce que l'entreprise gagne en vendant ses produits. L'exemple le plus concret avec ça, c'est par exemple une entreprise qui va avoir une activité principale et avec l'argent généré par cette activité principale va faire des investissements qui peuvent être volatiles. Et quand on regarde ça, eh bien certes cette activité principale peut rapporter de l'argent, mais l'activité plus volatile d'investissement, donc ça peut être des actions en bourse, si les marchés ont complètement explosé, si cette entreprise avait acheté du Nvidia et que Nvidia a complètement explosé, eh bien on se retrouve avec une entreprise dont les bénéfices vont être largement au-dessus, mais c'est des plus-values non réalisées et c'est très volatile, ça peut chuter sans qu'il y ait vraiment de raison parce qu'ils ont décidé de mettre ça dans les bénéfices. C'est pour ça qu'il faut regarder plutôt les bénéfices opérationnels et en plus de ça, regarder le cash flow. Il n'en parle pas vraiment du cash flow, mais le free cash flow est une métrique très intéressante pour ça parce que ça enlève toute cette partie volatilité et on parle vraiment du cash qui est rentré dans les poches de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à regarder pour toi qui fais tes analyses. Peut-être donne un peu moins d'importance aux bénéfices nets et plus d'importance aux bénéfices opérationnels ou au free cash flow. En général, ça t'évitera des mauvaises surprises et de tomber dans certains pièges. Le troisième point qui a été mis en avant par Warren Buffett, c'est les difficultés que rencontre à l'heure actuelle Berkshire Hathaway pour trouver des nouveaux deals. Ce qui veut dire par là, c'est que aujourd'hui ils sont devenus tellement gros, ils sont présents partout, dans tout le monde, et ils sont dans toutes les industries, que c'est très difficile pour eux d'aller saisir des nouvelles opportunités. Là, eux, leur but, c'est d'investir dans des entreprises avec des bons fondamentaux et un bon management. Ce qui veut dire par bons fondamentaux, c'est des bénéfices opérationnels en croissance et des retours sur les equities, sur les investissements de ces entreprises qui sont en croissance, qui va permettre aux actionnaires de s'enrichir, des entreprises qui sont capables de racheter leurs actions. Le truc avec ça, c'est que aujourd'hui, il y a de moins en moins d'entreprises qui collent avec ces critères, qui sont accessibles à bon prix et qui ont un bon management qui va avec ça. C'est pour ça qu'ils calment un peu le jeu et qui conservent une grosse partie de la trésorerie de Berkshire Hathaway vraiment en cash et qui s'investit un petit peu moins. Le problème là-dessus aussi, c'est que Berkshire est tellement gros, ok, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à tous les business. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à aller racheter des entreprises qui pèsent 10, 15, 20 millions. Ça fait pas vraiment de sens parce que c'est beaucoup trop petit.
Et la fourchette d'entreprises qui est suffisamment grosse pour intéresser Berkshire Hathaway se réduit de plus en plus et en ce moment, il y a de moins en moins d'opportunités qui l'intéressent. Ce manque d'opportunités qu'il a en ce moment met en avant le quatrième point, c'est que quand tu trouves une bonne entreprise, quand tu trouves un bon business, que tu es satisfait de la manière dont est géré le business, garde-le dans ton portefeuille, peu importe les plus-values que tu as fait dessus, peu importe si maintenant c'est surévalué ou pas, garde ça dans ton portefeuille et ne le revends pour aucune raison. Tu n'as pas de raison de revendre parce que si l'entreprise continue de te satisfaire, si l'entreprise continue de verser des jolis dividendes, continue d'avoir des belles rentabilités. Il met en exemple ici American Express et Coca-Cola, chez qui il est actionnaire depuis plus de 2 décennies dans chacune de ces entreprises. Il mettait en avant le fait que American Express, rien que sur l'année, ils ont augmenté leurs dividendes de 16%. Donc t'imagines, tu possèdes du American Express depuis 20 ans, 30 ans, et tu prends encore une fois une augmentation du dividende de plus de 16%. C'est totalement indécent, c'est totalement énorme, et ça, il n'aurait jamais pu en profiter s'il avait revendu son action auparavant. Donc vraiment, quand tu trouves des bons business, ok, donc tu es satisfait, même s'il passe 1 ou 2 années où ça va un peu moins bien, garde-les dans ton portefeuille, surtout si le management est bon et surtout si les chiffres sont bons. Ok, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 années de mauvais chiffres qu'il faut que tu te débarrasses de ça. Tant que les bénéfices opérationnels, tant que l'entreprise continue à faire du business et va dans la bonne direction, tu peux te permettre d'avoir quelques années un peu moins bonnes, surtout quand on regarde la volatilité des graphiques boursiers. Après avoir insisté sur ce point de conserver ces business, vraiment de les garder dans son portefeuille dès que tu trouves des bons coups, eh bien, il met en avant 2 convictions très fortes qu'il a dans son portefeuille à l'heure actuelle, qui sont premièrement Occidental Petroleum et deuxièmement les entreprises dans lesquelles il investit au Japon. Donc si je te dis pas de bêtises, il a investi dans 4 ou 5 entreprises au Japon, des conglomérats, un petit peu comme ce que fait Berkshire Hathaway, et il en est plus que satisfait parce qu'ils lui ont rapporté plus d'$1 milliard depuis qu'il a investi dessus et qu'il considère qu'ils sont très très bien gérés et que son argent est bien placé dessus. D'autant plus qu'il s'est couvert en prenant des positions sur le yen japonais pour éviter de s'exposer à la devise, tout simplement au changement de la devise et s'exposer principalement au business. Alors c'est quelque chose qu'il est en mesure de faire, mais un particulier ne pourra pas vraiment faire ça parce que lui, il a une pile de cash énorme où il ne sait plus à quoi en faire. Donc autant se protéger des risques de change des devises pour investir pleinement sur le business. Toi de ton côté, si tu investis 20 000, 30 000, 50 000 balles, tu as trop de manque à gagner à essayer de gérer les devises. Donc concentre-toi sur plutôt investir dans le business. Ensuite, concernant sa position sur Occidental Petroleum, il en est très satisfait pour 2 raisons. La première, la manageuse. Il trouve que c'est une très bonne manageuse et il est convaincu qu'elle va aider l'entreprise à grossir et à faire fructifier ses intérêts. Et deuxième chose, quand on regarde les fondamentaux d'Occidental Petroleum, on pourrait se dire l'entreprise n'est pas si terrible que ça. Dans le secteur, il y a des entreprises qui ont l'air meilleures, il y a peut-être des entreprises qui représentent des meilleures opportunités, mais il s'avère que pour lui, il a acheté ça à un très bon prix. Et ce qui lui intéresse principalement, c'est que Occidental Petroleum est très très bien implanté pour avoir du gaz, du pétrole et qui sont des places vraiment très stratégiques et qui sont très bien réparties et il compte bien jouer là-dessus pour les prochaines années à venir. Maintenant, le 6e point, il n'a pas clairement énoncé celui-là. C'est plutôt moi, en lisant et en ayant régulièrement lu des lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway ou d'autres grands investisseurs qui les déduit, on va dire. Donc peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que Warren Buffett, dans cette lettre, donne un ton un peu inquiet sur ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et c'est pas dans le sens inquiet où il dit il va se passer quelque chose de mal, c'est plutôt dans le sens où il sent que les choses sont en train de devenir un petit peu hors de contrôle, que les marchés sont potentiellement très hauts, c'est de plus en plus dur de faire du business et j'ai l'impression qu'il a le sentiment qu'il y a du renouveau dans l'air et que les choses vont changer. Le premier point qu'il met un petit peu en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, la bourse est devenue tellement accessible, que ce soit avec les ETF par rapport à tout ça, avec tous les actifs, avec toutes les pubs qu'on peut retrouver, avec les courtiers qui sont de plus en plus répandus et qui font de la pub en masse, eh bien on se retrouve avec de plus en plus d'acteurs et ces acteurs, pour la plupart, voient la bourse comme du casino. C'est-à-dire qu'ils s'occupent d'acheter des actions, de les revendre comme bon leur semble parce qu'ils entendent une news à la télé, parce qu'ils entendent un tel dire quelque chose, sans vraiment se concentrer sur analyser les business. Et lui, ça l'inquiète que ça peut entraîner, comme toute chose qui se passe au casino, des moments où ça peut complètement éclater et baisser. Donc il insiste vraiment sur le fait d'investir à long terme, que sur le court terme, il ne sait ni d'Adam ni d'Ève si ça va monter, si ça va baisser, comment ça va arriver, mais que globalement, il a confiance en l'économie américaine et qu'il a confiance dans le fait que ça montera sur le long terme à condition de se positionner sur des actifs de qualité, sous-évalués et surtout de garder ces actifs le plus longtemps possible. Plus tu conserveras, plus tu auras de chances de gagner. Le deuxième point qui me fait dire qu'il a l'air un petit peu inquiet également, c'est sur le fait qu'il conserve énormément de cash. Il pourrait racheter certaines entreprises en bourse et investir dedans, mais il ne le fait pas parce
parce qu'il trouve pas beaucoup d'opportunités. Et en général, quand il commence à y avoir très peu d'opportunités, c'est souvent mauvais présage et ça veut dire que potentiellement on va avoir une jolie correction qui va arriver. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver, à quel niveau ça va arriver. Les marchés peuvent prendre 200% et faire une correction ensuite de 50%, que ça aura toujours été rentable d'avoir investi maintenant, même si on estime que c'était surévalué. Donc c'est très difficile de timer le marché par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des opportunités. Et il faut aussi comprendre que dans sa situation, Warren Buffett, quand il investit, c'est plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards. Ok, donc c'est des contraintes que nous, on n'a pas en tant qu'investisseur particulier. Donc c'est aussi à prendre en compte dans la balance. Et le dernier point qui me fait dire qu'il a l'air un petit peu inquiet aussi, c'est qu'il a vraiment insisté sur les bénéfices opérationnels et non les bénéfices nets. Et la raison qui l'a poussé un petit peu à faire ça, c'est que Berkshire Hathaway aujourd'hui, la majorité du business, c'est racheter des assurances et faire tourner ces assurances. Et c'est une grosse vache à lait pour eux et ils font des bénéfices opérationnels très intéressants avec ça. Et donc l'excédent de cash, ils vont l'investir en bourse, ils vont l'investir pour acquérir d'autres sociétés, que ce soit partiellement ou entièrement. Et l'idée avec ça ici, c'est que il s'attend probablement à ce qu'il y ait une belle correction du marché, donc potentiellement une belle correction de son portefeuille boursier. Donc il veut un peu prévenir les actionnaires, de leur dire attention, regardez pas forcément les bénéfices parce qu'ils peuvent être un peu manipulés par rapport à ce qu'on fait en bourse. Maintenant, regardez les bénéfices opérationnels parce que là, vous verrez ce qu'on fait avec notre business, qui est majoritairement le business des assurances, et vous verrez que ça se comporte très bien. Donc c'est un peu ça aussi qui me fait dire qu'il a peut-être un mauvais pressentiment sur ce qui va se passer, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. On ne sait pas quand, mais il pense que ça devrait se passer. Mais quoi qu'il en soit, il reste très confiant pour le futur. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer en lien dans la description la liste des entreprises sous-évaluées qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et lâche un pouce bleu. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de ces lettres aux actionnaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, oui ou non? Je vais te mettre le lien pour accéder à celle de Warren Buffett en lien dans la description également. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner ici en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et des analyses. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!